il n'y a pas mieux que prévenir. Et prévenir vaut mieux que guérir. Pourquoi la prévention est-elle si importante, surtout dans un pays comme le nôtre, où on a très peu de moyens dans la prise en charge de nos malades? C'est très simple. On a vu ça progressivement. C'est essentiellement les réponses épidémiologiques. Et ces réponses épidémiologiques, elles sont là. Pourquoi donc on s'en inquiète? Tout simplement parce que les allergies alimentaires augmentent en nombre. Non seulement elles augmentent en nombre, mais également en sévérité. Non seulement en sévérité, mais en gravité de réaction. On assiste de plus en plus à des réactions anaphylactiques mortelles. Ça, c'est quelque chose de très important à intégrer dans notre mode de raisonnement de la prévention. Et puis, il y a l'apparition de polyallergies qu'on n'avait pas auparavant. Également, et c'est quelque chose de vraiment nouveau, c'est les nouveaux allergènes. Ceci lié à la mondialisation et bien sûr au développement de l'industrie agronome. Donc, il y a plusieurs cordes qui rapportent ces données épidémiologiques. Pourquoi également? Tout simplement parce qu'il y a une altération de la qualité de vie des familles, autant familiales que sociales, et puis il y a des cas de décès qui sont notés. Pourquoi s'intéresser également à la prévention? Tout simplement parce qu'au niveau de la formation, on est vraiment insuffisant dans le domaine, non seulement au niveau de la formation, au niveau diagnostique, mais également thérapeutique. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, si on parle d'allergie au protéines des vaches, on n'a pas de substitut, on n'a pas de remplaçant sur le terrain. Actuellement, il n'y a plus aucune boîte d'hydrolysat de lait sur le territoire algérien. Encore, c'est un rêve d'avoir, pour les allergies vraiment sévères, les acides aminés qui n'ont jamais pratiquement existé sur le terrain. Également, dans le domaine thérapeutique, il n'y a pratiquement pas d'adrénaline. Moi, je défie quiconque trouve de l'adrénaline sur le marché. Et ça, c'est un problème. Pourquoi arriver là? On peut l'éviter. On peut l'éviter comment? On peut l'éviter par la prévention. Alors, c'est quoi la prévention? C'est très simple. La prévention, c'est tous les processus, les dispositions prises, élaborées pour éviter l'apparition d'un risque, voire éviter le développement de ce risque, et voire éviter l'extension de ce risque. Ce risque, c'est quoi? C'est justement le développement d'une allergie chez un futur enfant, un nourrisson. Ce risque, on va le voir pratiquement chez toutes les personnes. Il n'y a pas une personne qui échappe à ce risque-là. En fait, même chez les gens, les enfants qui n'ont pas d'antécédents atopiques, le risque il est pratiquement de 20%. Tandis que les enfants qui ont des antécédents des deux côtés allergiques, ce risque peut augmenter jusqu'à 80%. Donc, au total, on va dire qu'on court tous le risque de 20 à 80% de développer un jour une allergie. Est-ce qu'il y a une prévention? Je dirais oui. Et on arrive à la pyramide actuelle de prévention. Vous avez une prévention dès le départ qui s'appelle la prévention basale, basique, primaire, qui, chez les gens qui ne sont pas sensibilisés et chez lesquels on doit éviter la sensibilisation. Une prévention secondaire, c'est plutôt les malades qui sont sensibilisés et au lieu d'éviter, prôner par exemple l'éviction, ces malades-là, on va les aider à ne pas développer des symptômes, à ne pas développer une allergie réelle. Et puis la prévention tertiaire, c'est tout simplement les allergies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des malades qui déjà expriment la maladie et sont déjà allergiques. Est-ce qu'il y a une histoire? Oui, il y a une histoire dans la prévention des allergies. Et au départ, on disait que tiens, quelqu'un il est allergique ou tel aliment il est très allergisant, on va l'éviter pour ne pas développer une allergie, pour ne pas se sensibiliser. Et c'est comme ça qu'on disait par exemple en cours de grossesse, pas de régime, dans la diversification alimentaire, il faut retarder tel ou tel aliment. Et avec ce régime d'éviction, on va dire qu'on s'attendait plutôt à une diminution des allergies. Tout à fait le contraire, c'est ce qui explique cette épidémiologie explosive des allergies alimentaires actuellement. En fait, on est passé d'un état d'éviction passive qui, en réalité, ne constitue pas un traitement,
Et petit à petit, on a changé de cap. On s'est rendu que probablement on s'est trompé et on est allé progressivement vers les années 2010 à changer complètement notre mode de vision, aller vers plutôt la dose tolérée et bientôt, vous allez le voir, c'est l'induction de tolérance qui reste peut-être l'avenir de la prévention de l'allergie alimentaire. Et on voit bien que au niveau de cette pyramide, l'ITO fait son apparition. Et l'ITO, justement, elle est faite pour, comme vient de le dire le professeur Dehevi, au moins une dose protectrice, voire tout simplement une guérison et éviter les réactions sévères. Alors, est-ce qu'on peut réellement changer le profil immunologique du développement de cette allergie? Et à quel niveau? Il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs qui sont non corrigibles, il y a des facteurs qui sont corrigibles, mais les plus connus actuellement, c'est plutôt au niveau de l'accouchement, au niveau de l'allaitement, le mode d'allaitement, au niveau de la diversification alimentaire, et puis au niveau cutané. C'est très simple. Au niveau de l'accouchement, actuellement, c'est bien connu. Vous avez deux modes d'accouchement, soit la voie haute, soit la voie basse. Vous savez que la voie haute, elle est hautement inductrice de réactions inflammatoires plutôt TH2. Donc, c'est la dysbiose, elle va constituer le lit de l'allergie. Tandis que la voie basse, c'est plutôt le biose, c'est plutôt le profil TH1. Et souvent, comme c'est dans notre contexte, on a une césarienne à la base du départ de ce processus de sensibilisation et à long terme d'allergie. Souvent, cette césarienne, elle est associée, bien sûr, à ce biberon sensibilisateur qu'on donne systématiquement lors de césarienne, sous prétexte que la maman ne peut pas allaiter. Et bien sûr, c'est ce qu'on voit souvent dans notre contexte. Et actuellement, par exemple, dans notre pays, c'est pour ça que la prévention, elle est très très importante, vu ce que j'ai vu sur le plan épidémiologique et sur le plan de prise en charge thérapeutique. La césarienne, on la retrouve pratiquement dans 70% des cas, alors que vous voyez bien que l'OMS limite cet acte à 15%. Et souvent, en cas de césarienne, il y a systématiquement une association de ce biberon sensibilisateur. Par la suite, bien sûr, la maman, elle est très contente d'allaiter, elle va tout simplement maintenir un allaitement maternel exclusif qui va souvent dépasser les 4 mois. Et bien sûr, l'association de ces trois éléments-là crée vraiment un mauvais ménage et le risque de voir une allergie, il est multiplié par 10. Ce qui veut dire que si on veut aller vraiment vers une prévention de ces allergies, il faut éviter à tout prix les accouchements par voie haute et puis éviter à tout prix ce biberon sensibilisateur et encourager l'allaitement maternel. Est-ce que c'est réellement le lait qui est donné précocement qui va induire cette sensibilisation et plus tard évoluer vers l'allergie, ou est-ce plutôt la rupture de tolérance? Voici une autre étude, celle de Gass en 2010, qui prouve que c'est plutôt l'introduction un peu retardée du lait de vache et une rupture de tolérance qui est à la base du développement de cette allergie. Mais l'introduction plutôt précoce et régulière du lait de vache, surtout si elle est associée à un allaitement maternel, est hautement protectrice d'une allergie alimentaire, en l'occurrence ici, le lait de vache. Donc, le troisième élément qui est important, c'est bien sûr les voies d'exposition. On sait que actuellement, et vu bien sûr la mondialisation, vu notre mode de vie, on trouve des allergènes pratiquement partout. Tout simplement parce que la cuisine, elle est juste à côté de la chambre où dort l'enfant. Et cet environnement est plein d'allergènes. Et il y a les voies d'exposition, et ces voies d'exposition sont essentiellement, par exemple, respiratoires, cutanées et digestives. Et il y a une course vers la sensibilisation. Souvent, quand vous avez, par exemple, une sensibilisation par voie cutanée, c'est beaucoup plus la voie TH2 qui est stimulée, donc c'est la voie sensibilisante, tandis que la voie orale, elle est plutôt TH1, elle est plutôt tolérogène. Ces deux voies ont été bien expliquées par Dutoit déjà en 2008 et qui a montré que dans un monde
où vous avez par exemple des allergènes très importants en arachide, ben, il y a chez une population de même origine ethnique, pour ne pas fausser les données, dans un contexte où les parents consomment l'arachide mais privent leurs enfants de cet arachide, dans l'autre contexte où, bien sûr, les parents consomment de l'arachide mais introduisent très tôt l'arachide, on voit que chez les populations qui donnent à leurs enfants de l'arachide très précocement, ces enfants-là développent moins d'allergie à l'arachide. Ce qui veut dire que l'introduction précoce des aliments est réellement protectrice contre le développement d'une allergie. Il y a cette deuxième étude de Lille, et là, c'est la réintroduction, ou plutôt l'introduction précoce de l'arachide, même chez des enfants sensibilisés. Ça veut dire que même chez les enfants sensibilisés, on peut introduire l'arachide. Tout simplement, on est dans la prévention secondaire, il ne faut pas prendre l'éviction. Et avec ces deux situations, on voit bien que le dogme de l'éviction, il est dépassé. Attention, attention, parce qu'il y a les nouveaux allergènes qui viennent qui viennent montrer leur nez, et vous avez cette étude qui nous vient de Hong Kong, et là où on consommait par exemple de l'huile d'arachide qui n'était pas raffinée, on est passé à l'huile de l'arachide qui est entièrement raffinée, et en consommant de l'arachide, ben, on avait en quelque sorte auparavant éliminé de notre consommation de l'arachide, et c'est des malades qui ont développé par la suite une allergie à l'arachide, et vous voyez qu'ils sont passés de 0% d'allergie à l'arachide en consommant de l'huile d'arachide raffinée à 0,52% d'allergie à l'arachide en consommant de l'huile de l'arachide raffinée. Au total, on va dire que la diversification doit être large à partir de l'âge à 4-6 mois, d'accord. L'alimentation, elle doit être faite de l'environnement de l'enfant, donc tout ce qui tourne dans la maison, l'enfant doit y goûter. L'aliment consommé doit être pris régulièrement et pas de bilan préalable, sauf si les parents le désirent, c'est-à-dire même si l'enfant est à haut risque, on n'est pas obligé de lui faire par exemple des petits tests ou des yeux spécifiques pour voir s'il est sensibilisé. Un autre élément très important, c'est la barrière cutanée, et vous savez que la barrière cutanée, surtout dans les dermatites atopiques sévères à modérées, surtout au moins de 3 ans, c'est-à-dire avant la diversification alimentaire, constitue un facteur de risque très important. Et c'est pour ça que, devant toute suspicion de dermatite atopique ou une dermatite atopique diagnostiquée, premièrement, il faut aller la diagnostiquer précocement, et deuxièmement, il faut la traiter efficacement dès le départ, en utilisant essentiellement des corticoïdes à la dose qu'il faut, là où il faut, le temps qu'il faut, sans se soucier de la corticophobie. Bien sûr, tout en utilisant dans le traitement des femmes de la dermatite atopique les hémorroïdes. Quelle est la place de l'ITO? Est-ce que l'ITO actuellement a une place dans l'induction de tolérance? Vous avez 2 études devant vous, une étude de Bruxelles qui date de 2020, elle est récente, et une étude de Berti, c'est une étude italienne qui date de 2019. La différence entre ces deux études, c'est au niveau de l'âge de recrutement et au niveau des résultats. La première, c'est-à-dire celle de Bruxelles, qui date de 2020, les enfants qui ont été induits, qui ont subi une induction de tolérance, avaient un âge moyen de 5 ans, et là, les réponses n'étaient pas excellentes, elles étaient moins de 50%. Tandis que dans l'étude de Berti, les enfants étaient beaucoup moins âgés, de 3 mois pratiquement jusqu'à 11 mois. Vous voyez que les gens commencent une induction de tolérance très très tôt et les résultats sont excellents. Eh bien, il y a une autre étude, elle est extraordinaire, c'est une étude espagnole. Là, ils ont pris carrément 335 nourrissons et ça date pratiquement sur une durée de 2007 jusqu'à 2018. Et ce qui est étonnant, c'est que dans cette étude-là, on trouve des nourrissons qui ont été mis sous induction de tolérance dès le diagnostic, et le nourrisson qui avait le plus bas âge, ben, tenez-vous bien, il avait tout simplement toujours. Et là, les réponses ont été vraiment extraordinaires, avec une réponse qui dépasse les 97%, tout en sachant que les 3% ont déjà eu un seuil de tolérance protecteur, c'est-à-dire au moins une dose de 15 ml, qui est réellement protectrice contre une anaphylaxie.
C'est dire que l'induction de tolérance actuellement, elle est beaucoup plus indiquée dès le diagnostic à un moment où les juges spécifiques ne sont pas très élevés. En fait, on peut se dire, mais pourquoi attendre? Pourquoi laisser les choses évoluer, se corser, et puis proposer une induction de tolérance qui probablement sera beaucoup plus difficile à poursuivre. En général, la prévention et l'immunothérapie, voici une étude de l'EAAIC qui rapporte pratiquement l'ensemble de 31 études, et ils disent que l'immunothérapie est pratiquement, apparaît efficace dans cette revue systématique. Alors, les recommandations actuellement vraiment reconnues, premièrement, pas de complément, surtout les biberons isolés lors de la maternité. Deuxièmement, une diversification précoce, quel que soit le profil immunologique, qu'il soit à risque ou pas de risque, à partir de 4-6 mois. Et puis, l'enfant doit manger de son environnement en fonction de ce qui existe dans son environnement. Par exemple, si je consomme l'arachide couramment dans ma maison et j'ai un nourrisson de 4 mois, il faudrait mieux le mettre sous arachide pour qu'il ne développe pas une allergie à l'arachide. Ce cas clinique, il est très intéressant, et vous voyez que c'est une mère qui est jeune, qui est dans le nourrisson, et son premier il est âgé de 3 mois, il est né par voie haute, il a pris un biberon de 30 ml, il a pris 3 biberons de 30 ml lors du premier jour de vie, puis sein exclusif jusqu'à 3 mois. La maman reprend son travail et elle vient, par exemple, ce qu'on voit couramment, elle veut reprendre son travail, elle vous demande quel complément de lait elle va donner, quel aliment elle va introduire, et bien sûr, un certificat médical de bonne santé pour, bien sûr, l'admettre dans une crèche. Et vous voyez que le couple, il est vraiment très heureux. Malheureusement, vous voyez qu'il y a plusieurs facteurs qui nous orientent que ce petit va avoir un enchaînement à parcourir avec les allergies, et à 5 mois, par exemple, ou après 1 mois après introduction du lait de vache et la mise en crèche, ce nourrisson a développé une APLV IgE-médiée confirmée par le test cutané, un APLV avec tableau respiratoire qui a été mis sous traitement de fond avec le retrait de la crèche, et surtout arrêt de travail qui a perdu la maman, elle a carrément perdu son travail, et bien sûr parcours de combattants pour trouver les hydrolysats. Actuellement, il n'existe pas. Et autre chose, son avenir obstétrical qui est vraiment mis en danger, et ce qu'on voit actuellement pratiquement. On a 80% par exemple de césariennes. Quel est le devenir obstétrical? Quel est le devenir de ces enfants? Point d'interrogation. Ce que je voudrais dire par là, c'est que à tout prix, actuellement, ce qui est, c'est des pistes, bien sûr, ce ne sont pas réellement des recommandations. Éviter la césarienne, éviter le biberon sensibilisateur. Je le répète, si jamais ce biberon sensibilisateur il est donné, il faut maintenir une dose, mais toujours encourager l'allaitement maternel, diversifier, quel que soit le profil immunologique, sans faire de bilan au préalable, en fonction de ce que la famille consomme. Et je vous remercie.